Insertion et exclusion. Dans la société en mutation dans laquelle nous vivons, cette question est à la fois cruciale dans la conception de ce que doit être le RSE, la RSE, mais la question est aussi très concrète dans ses manifestations quotidiennes. Discrimination de fait, qui conduisent par exemple à mettre à la porte du musée d'Orsay des personnes visiblement trop pauvres, comme on l'a vu l'an dernier, et vous vous en souvenez tous, c'était dans tous nos journaux. Exclusion des circuits économiques de personnes qui se noient dans les eaux troubles de la société de consommation et tombent dans le surendettement. C'est pour vous, Maryvonne Yazid, et pour vous, Jean-Louis Kiel, votre quotidien, votre combat quotidien, dirais-je même. Maryvonne, je vous appelle par votre prénom parce qu'on s'est croisés, on se croise régulièrement sur certains terrains. On travaille ensemble auprès du défenseur des droits. Maryvonne, vous êtes en effet en charge de la lutte contre les discriminations et en votre qualité d'adjointe du défenseur des droits, vous luttez tous les jours avec une pugnacité que je vous connais bien, contre toutes les discriminations, même si juridiquement la pauvreté dont je parlais tout à l'heure n'est pas encore en soi un cas de discrimination prévu par la loi. Mais vous savez par expérience que l'exclusion se manifeste sous 1000 formes que vous combattez. Quant à vous, Jean-Louis Kiel, si l'acronyme de votre organisation se présente un peu comme un clin d'œil ou un trait d'humour, Crésus, pour Chambre régionale du surendettement social, le sujet de votre combat est lui aussi des plus graves. Il s'agit d'aider, d'accompagner les personnes surendettées et de prévenir les risques d'exclusion. Et depuis plus de 22 ans d'expérience menée en Alsace, tout cela fait de vous un expert dans ce domaine. Aussi, mesdames et messieurs, je vous propose pour cette dernière table ronde de vous donner à l'un et à l'autre, Maryvonne puis Jean-Louis Kiel, la parole, quelques minutes, d'échanger ensuite avec la salle. Et avant que le professeur Étienne Leroy, professeur émérite d'anthropologie du droit à la Sorbonne, nous livre son regard d'anthropologue du droit sur la lecture que font le droit et nos institutions républicaines de ces notions d'exclusion et d'insertion. Honneur aux dames. Maryvonne, vous avez la parole. Pour 10 minutes ? Voilà. Vous aviez dit avec quelques minutes. Voilà, 10, les 10 minutes avec mes petits cartons. D'accord, merci Jean. Alors tout d'abord, merci de cette invitation. Je suis parfaitement heureuse d'échanger avec vous, je dirais, des perspectives, et notamment au regard du sujet qui m'a été assigné. Alors j'ai rejoint le défenseur des droits, Dominique Baudis, en tant qu'adjointe, donc en charge de la mission lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité, donc en juillet 2011. Je voulais tenir mes 10 minutes au travers, je dirais, de 2 lignes de force. La première qui est comment notre institution, depuis maintenant bientôt plus de 2 ans, je dirais quelle est la place de la médiation dans cette institution. Et la deuxième ligne de force, je vais reprendre le titre de Madame Kornilov, à l'égard en particulier de ce que je dirais les parties prenantes muettes, qui sont les personnes qui ne viennent même pas jusqu'auprès du défenseur des droits. Et je partirai de 2 exemples pour, justement, dans ma conclusion, vous faire un appel à réflexion commune, et vous verrez autour de quel sujet j'aimerais entamer une réflexion commune avec vous. Alors tout d'abord, sur le plan de notre organisation, le défenseur des droits, c'est 4 autorités indépendantes qui se sont agrégées, médiation de la République, droits des enfants, déontologie des forces de sécurité et lutte contre les discriminations, avec bien évidemment 4 cultures très différentes et des modalités d'intervention fort différentes. La première, la médiation, étant plutôt sur le règlement amiable, ou pas seulement essentiellement sur le règlement amiable, la HALDE ayant pratiqué la médiation avec des associations agréées et donc avec un certain nombre d'entre vous et je dirais en possibilité de déposer des observations devant les tribunaux, et les 2 autres missions à nouveau sur d'autres modalités d'action.
Donc, en quelque sorte, la question de la médiation, elle reste une question, je dirais, quand même un peu à la marge de notre institution, puisque quantitativement, les missions du défenseur des droits, c'est 80% les liens, donc les dysfonctionnements ressentis comme tels par des usagers des services publics, 15% de questions de discrimination, et donc les deux autres missions, les derniers pourcentages. Et donc, de ce fait, ce n'est guère que dans la mission lutte contre les discriminations que je redis qu'on peut rencontrer la médiation telle que vous la pratiquez. Deuxième observation par rapport à notre organisation actuelle, nous sentons bien que nous sommes en train de nous ancrer encore plus dans le local. C'est-à-dire que ces 4 missions qu'avaient 3 réseaux, bien sûr les réseaux ont été unifiés et notre réseau territorial de délégués du défenseur sont maintenant, je dirais, l'arme de combat, si je peux utiliser ce terme, du défenseur des droits, parce que plus de 70% des 100 000 dossiers qui sont, je dirais, à peu près l'encours du défenseur des droits sont résolus par les délégués en local, avec une délégation de règlement amiable seulement. Et deuxième point d'organisation, comme il y a eu unification des missions, nous avons aussi en relais ou en complément un service de recevabilité par lequel rentrent toutes les situations qui ne passent pas par les délégués locaux. Et là aussi, on sent que, je dirais, les publics qui viennent vers la recevabilité, soit par la saisine Internet, soit par le courrier, sont en demande d'informations et de règlement de conflits, sans que pour autant on soit, je dirais, dans une interpellation forte de demande de médiation. Donc voilà ce que je voulais vous dire de ce que l'on sent des lignes de force de l'évolution de notre organisation, de notre institution, au regard aussi des sollicitations qui nous sont faites. Quoi qu'il en soit, et je l'ai vérifié auprès des services, de la part des collaborateurs, que ce soit les juristes qui sont de l'ordre de 250 au siège de l'institution ou des 450 délégués territoriaux, il y a une grosse demande de formation. Il y avait donc préexistant à la fusion, m'a-t-on dit, 25 juristes qui avaient souhaité être formés aux techniques de médiation, monte actuellement de la part des délégués territoriaux aussi une appétence forte à se former, et on m'a confirmé, notre collaboratrice en charge des problématiques de formation me disait que pour l'année 2014, nous avons 12 nouveaux inscrits sur justement les techniques de médiation. Alors, je sais les objections que vous allez nous faire, parce qu'on n'est qu'en interne, et c'est plus, je dirais, de la médiation qui devrait parfaire du règlement amiable, mais aussi intervenir dans les situations d'urgence, parce que là aussi, nous sommes de plus en plus sollicités pour que sur des temps très contraints, nous intervenions. Hein. Mais donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au bout de 2 ans de fonctionnement, je dirais, nous sommes à la fin de la réorganisation, et que la question de la médiation, et notamment la médiation externe, le recours à la médiation externe, c'est devant nous. Hein. Nous n'avons pas encore, je dirais, abordé le sujet, sauf si on reprend, mais comme je ne suis pas une spécialiste, je ne voudrais surtout pas dire de bêtises, mais l'articulation qui a été faite par la médiation de la République avec les médiateurs qui sont dans les entreprises publiques ou dans les différents ministères. Deuxième point, je vais aller vite, ce que nous percevons par contre très fortement, de manière transversale à toutes les missions, c'est que nous avons, je reprends votre terme, des parties prenantes muettes, c'est-à-dire des populations
qui ne viennent pas jusque devant les délégués du défenseur des droits et a fortiori encore moins dans la saisine, y compris par le site internet. Et j'en veux pour preuve que nos chiffres, si vous regardez le rapport d'activité, sont plutôt constants, mais que par contre, lorsque nous utilisons 2 méthodes que nous avons développées depuis 2 ans, à savoir soit des baromètres, soit des appels à témoignages, là, nous recevons, par exemple, les baromètres emploi, discrimination, chômage, discrimination, logement, discrimination. Nous avons des taux de ressenti de 80 à 90%, mais ça ne se traduit pas du tout, je dirais, dans aller vers les services du défenseur des droits. C'est pour ça que nous avons imaginé de recourir à des sollicitations de témoignages. Nous en avons fait notamment sur les cantines. En ce moment, il y a un appel à témoignages sur les enfants en situation de handicap, pour lequel il n'y a pas cohérence de l'accompagnement dans une journée entre le préscolaire, le scolaire et le périscolaire. Et là, on voit bien qu'il y a par exemple, cet appel à témoignages, nous sommes à 1400 témoignages en à peine un mois. Donc, on voit bien que dans la population, il y a des ressentis de discrimination, il y a des témoignages possibles, mais il n'y a pas le passage à l'acte, y compris par les corps constitués intermédiaires que peuvent être les ONG et les syndicats. Tout cela, dernier exemple qui m'est cher, c'est notamment quand il y a des populations que moi j'appelle un peu captives, notamment les personnes âgées en maison de retraite, où nous sommes sollicités quand il y a des situations graves de maltraitance au travers de notre pôle santé. Là aussi, on voit que entre blanc ou noir, maltraités ou pas maltraités, toute cette culture de la gestion du conflit et des petits conflits du quotidien existe très peu, ce qui fait que là aussi, je dirais, une réflexion de médiation, et c'est notamment la recommandation générale que nous avons faite en avril 2013 sur les maisons de retraite, elle est basée sur ça. C'est comment introduire une réflexion de gestion du conflit, dont la médiation. Je viens à la conclusion, Georges, pour dire que, je dirais, notre rencontre, elle se place à un point tout à fait intéressant, parce que, justement, nous voyons comment notre organisation s'est reconstruite, et nous sommes préoccupés, à l'heure actuelle, plutôt de ceux qui nous saisissent pas. Et donc, ceux qui nous saisissent pas, et j'en veux pour preuve, et vous recevrez des invitations, nous faisons un colloque à l'Assemblée nationale sur justement le non-recours au droit, le renoncement au droit le 2 décembre, c'est comment justement, par rapport à ces pans entiers de population qui renoncent à leurs droits, droit à la santé, droit à des prestations sociales, etc., comment, justement, nous pourrions réfléchir ensemble des stratégies d'amont pour, en quelque sorte, aller au-devant de ces populations et dans une logique, non pas de gestion de conflit, parce que il y a même souvent même pas conflit, puisque les gens se sont mis en retrait. Hein. Et donc, comment, je dirais, le professionnalisme que vous avez, nous aider à réfléchir, en quelque sorte. Vous voyez, donc je suis venu dans une position de demandeur, outre, je dirais, les capacités de formation que vous avez développées et les accompagnements, parce que nous faisons quand même, dans la mission lutte contre la discrimination, des médiations externes, donc les uns ou les autres ont pu collaborer, mais à l'heure actuelle, le défenseur des droits, Dominique Baudis, dans l'éditorial qu'il a signé du rapport d'activité 2013, il pointe cette question, justement, comment recréer du lien avec, justement, les parties prenantes muettes. Merci. Et je voudrais enchaîner justement avec Jean-Louis Kiel, parce que vous êtes sur des questions de surendettement, et effectivement, les gens n'arrivent chez vous, effectivement, malheureusement, que tard
voire très tard, voire trop tard, quand la situation est devenue extrêmement difficile, alors que si elles étaient aussi partie prenante un peu plus tôt, un peu plus informées, avec un meilleur recours au droit, votre tâche serait peut-être facilitée. Mais ça, vous avez l'expérience de votre institution, 22 ans d'expérience, vous allez pouvoir nous en parler. Absolument. Vous avez la parole. Je vous remercie, je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis un ancien délégué du médiateur de la République pendant 10 ans, d'abord avec Bernard Stasi et délégué départemental avec Jean-Paul Delevoye, et puis l'institution a grandi, je le vois. Alors j'ai 2 choses intéressantes que vous venez de dire. Vous avez presque inventé la class action, la médiation sous forme de class action, au travers de l'appel à témoins. C'est une forme de class action, douce, mais c'est vrai, hein, c'est assez créatif. Quant à ce problème du non-accès au droit qui est redoutable, notre pays est extrêmement généreux en matière de droit, extrêmement complexe aussi. On l'a vu avec le RSA activité, par exemple, il y a une telle paperasserie à remplir que finalement les citoyens qui ont trouvé du boulot oublient de le demander ou ne souhaitent pas se rendre auprès des travailleurs sociaux pour monter le dossier. C'est parfois la complexité. C'est une véritable violence. D'ailleurs, une des grandes missions du médiateur, du délégué ou du médiateur de la République, c'est souvent d'expliquer la règle de droit et de pacifier les choses, et puisque 80% des saisines sont malheureusement mal fondées, où les pouvoirs publics appliquent bien les règles de droit, mais elle n'est pas connue par le citoyen. Donc il s'agit de donner une explication, et en principe, le médiateur donne une explication aux citoyens, il répond à chacun, je crois, hein, c'est très important. Quant au surendettement, c'est un véritable scandale en France. C'est un scandale parce qu'on est un pays, vous savez, on a toujours besoin d'être au bord du danger pour bouger. Il faut qu'il y ait un péril grave, et à ce moment-là, le pays se ressaisit. Mais c'est vrai que nous sommes l'un des derniers pays au monde, avec l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, la Corée du Nord et Cuba, donc de très belles nations, à ne pas être dotés d'un registre du crédit. C'est-à-dire, lorsque vous prenez un crédit en France, dans d'autres pays, en Allemagne depuis 1929, eh bien, on l'enregistre dans un registre, et puis avant de prendre le 2e ou le 3e crédit, l'établissement financier ou bancaire doit le vérifier. Et ça a été, c'est un manque de courage des parlementaires, des pouvoirs politiques. Je sais que Jean-Paul Delevoye s'était très intéressé au phénomène du surendettement. Ça a permis de changer les choses, et le 3 juillet dernier, pour la première fois, en première lecture, un texte a été adopté. Les Belges ont mis en place un registre des crédits. Je vous félicite d'ailleurs. Lorsque les Français viennent chez vous, les autorités françaises du Trésor viennent en Belgique regarder le fonctionnement de votre registre des crédits, ils s'étonnent, ça marche, hein, et puis ils rentrent chez nous et nous disent non, ça marche pas. Donc les Belges veulent plus nous voir aujourd'hui. Enfin, on va l'avoir. Il va falloir 10 ans pour le faire. La résistance est encore très grande. On va y inscrire que les crédits futurs. Donc on ne fait pas un registre complet. On est des imbéciles en France. On va le faire doucement. On a du génie, mais on finira par l'avoir, ce registre des crédits. Le montant moyen d'un dossier de surendettement en France est de 37 000 €. Il n'est de 15 000 € en Belgique. Donc on arrête les gens beaucoup plus tôt. Et chez nous, nous avons des drames sociaux, 3 suicides par jour, un dossier de surendettement toutes les 2 minutes. C'est dramatique, on ferme les yeux. Bien, vous allez me dire, il faudra gérer aussi de manière sérieuse les deniers publics à un moment donné, mais enfin, Crésus a pour vocation d'aider d'abord les ménages en difficulté, les chefs d'entreprise, puisqu'on a un département d'accueil des PME, de toutes ces petites entreprises qui souffrent, de gens qui sont courageux et qui ont entrepris une activité professionnelle et qui ont oublié qu'il existe des procédures douces pour régler ces problèmes-là, et qui viennent aussi souvent très tard devant le tribunal de commerce, voire devant les associations comme la nôtre. Donc on est né en Alsace il y a 22 ans pour 2 ans, on était de doux rêveurs, on a créé Crésus, ça veut dire Chambre régionale du surendettement social. C'est un très beau nom, quand je vais à Bercy, on me dit « ouvrez les coffres ». C'est un acronyme prestigieux. Donc Borloo était venu en Alsace il y a 10 ans, et puis avait trouvé le modèle intéressant, et donc nous avait proposé d'étendre le modèle. Donc on n'a demandé aucune aide publique, on est allé chercher du mécénat, la RSE, ça a cette vocation aussi.
Je veux dire, les banques ont une part de responsabilité, il ne faut pas leur rejeter toute la responsabilité, mais ils ont une part de responsabilité dans le surendettement. Le citoyen également, hein, c'est d'ailleurs une forme de médiation qu'on conduit. Il s'agit à la fois d'expliquer aux citoyens qu'on ne peut pas consommer n'importe comment, qu'il y a d'autres valeurs à faire prévaloir, et puis les banquiers à être un peu plus attentifs lorsque le client a les premières difficultés, ne pas tout de suite fermer le compte, mais peut-être nous envoyer ces personnes pour essayer de construire le budget de façon durable. Donc, première mission, nous sommes maintenant 25 associations, 600 bénévoles, d'anciens banquiers qui vont à Canossa, qui viennent nous aider, une demi-journée par semaine, des avocats à la retraite, et donc on fait 180 000 consultations, c'est pas négligeable, 40 000 dossiers que nous accompagnons sur la durée pour redonner au courage. On ne juge pas les gens. Vous savez, il faut une attitude, celle que vous avez en tant que médiateur. Vous n'avez pas à juger les gens, vous avez à les écouter d'abord, à comprendre leurs problèmes, et puis à intervenir le cas échéant pour adoucir la situation et conduire ces personnes vers une sorte de résilience, parce que c'est très important pour le consommateur qui souvent découvre son surendettement en venant chez nous. Donc, 25 associations, 119 points d'accueil. Nous avons aussi une action préventive. Nous voulons aller dans les écoles, apprendre aux jeunes comment marche une banque, comment marche un chéquier, comment fonctionne une entreprise, comment fonctionne un budget. Donc, on va dans les CFA, dans toute la France, et puis passer 1 heure avec les gamins. Ils ne sont pas bêtes, les gamins d'aujourd'hui, ils savent beaucoup de choses. Et leur expliquer, puis éviter d'avoir des jeunes par la suite surendettés. Et on a un 3e département qui est le microcrédit, et j'en termine. Donc, microcrédit où nous prêtons aux SDF, aux gens très pauvres, parce que le crédit, c'est aussi une source d'enrichissement. Nous avons une vision dynamique à Crésus et non pas pleurnicharde, je dirais. Et nous croyons à l'activité économique. Donc, nous faisons des petits prêts de 300 à 3 000 euros qui sont garantis par la Caisse des dépôts à des personnes qui ont besoin d'acheter un costume pour se présenter à un patron ou acheter une voiture pour de nouveau bosser. Sur 1 million d'euros prêtés l'an dernier, on a eu 500 euros d'impayés. Donc ces personnes remboursent pour la bonne raison, c'est qu'on épluche les comptes, qu'on reste avec elles et qu'on les accompagne sur la durée. Et depuis 5 ans, nous avons créé une plateforme pour la première fois, qui est co-construite. Donc, il s'inscrit vraiment dans la RSE. J'ai essayé de convaincre les banquiers de nous envoyer les personnes dès les premières difficultés. Et à ce moment-là, on peut résoudre le problème très rapidement. Donc, en l'espace de 4 ans, on a accompagné 10 000 personnes. Hein. 66% ont évité le surendettement. Ça a rapporté aux banques 146 millions d'euros, donc c'est pas mal. Avec un tout petit don donné à Crésus. On a recruté des banquiers qu'on a formés à l'action sociale, donc c'est un petit peu le monde à l'envers, et ça marche. Et ça marche. Ça marche bien. Alors, notre vœu, bien sûr, c'est que les choses changent en France, qu'on ait un peu plus de courage, que nos parlementaires se penchent un peu plus sur la réalité des choses, qu'ils écoutent. Vous savez, on légifère beaucoup. Hein, on a fait 18 lois sur le crédit en l'espace de 20 ans. Vous le savez, nos textes sont instables, mais on n'a pas réglé le fond. C'est-à-dire ce fichier des crédits, si on l'avait mis en place il y a 20 ans, on aurait sans doute moins de dossiers de surendettement avec ces effets collatéraux qui sont dramatiques. Parce que quand il y a un surendettement, c'est toute la famille qui pâtit. C'est les divorces, les maladies, les suicides. Les gens n'ont plus le goût de travailler. Notre pays n'a pas été à la hauteur. Donc, je salue les Belges qui sont quand même un petit peu plus malins. Et j'espère que nous le deviendrons aussi. Merci. Il y a effectivement ce paradoxe assez extraordinaire qui est qu'en France, nous avons un fichier des dispositions testamentaires. Toute personne qui fait un testament à quelque endroit de la France voit son testament enregistré quelque part à côté d'Aix-en-Provence, et ça depuis des années, ça fonctionne très bien, avec des statistiques, avec tout ce qu'il faut. Et par contre, sur les situations qui concernent les vivants, et ceux qui vivent justement mal, les mal vivants, et que ce soit en matière de surendettement ou en matière de connaissance ou de recours au droit, nous n'avons pas encore tous les outils. Effectivement, vous êtes un public qui, et pas seulement un public de médiateurs, qui est aussi un relais d'opinion, un relais d'influence. Donc effectivement, les messages que vous portent nos deux interlocuteurs de cette tribune est important. Donc je voudrais peut-être que, avant qu'on porte le regard de l'anthropologue, si vous permettez, professeur, je voudrais qu'on échange un petit peu avec la salle sur les 2 premières interventions qu'on vient d'avoir dans cette table ronde, avant d'aller plus loin.
questions à Maryvonne ou à Jean-Louis Kiel, à Maryvonne Yazid ou à Jean-Louis Kiel dans la salle. Vous avez la parole. Bonjour. Maryvonne a dit qu'elle était préoccupée par ceux qui ne connaissent pas leurs droits, qui ignorent leurs droits. Et comment peut-on leur donner accès aux droits ? Je serai plus savante le 2 décembre au soir. Bien sûr, j'ai lu beaucoup de rapports sur ces questions. Il y a aussi le travail d'un observatoire qui s'appelle l'Odénor sur ces questions. Je crois que les acteurs de terrain évoquent l'information sur les droits, mais actuellement, alors l'information sur les droits, et comme l'a dit M. Kiel, on sent qu'il y a quand même beaucoup de catégories de population qui, même avec une information sur leurs droits, ont besoin d'accompagnement pour aller vers justement les dossiers de plus en plus complexes et aussi des modes d'organisation de ceux qui délivrent les prestations relatives aux droits, qui sont des plateformes. Enfin, M. Delevoye a beaucoup écrit ses rapports d'activité sur ça. Ça, c'est la première partie. Mais ce n'est pas seulement la question de l'information. On sent à l'heure actuelle qu'il y a peut-être à la même proportion un renoncement aux droits. Alors, l'exemple a été donné du RSA d'activité. Monsieur Chérec évoquait donc dans le cadre de la mission qu'il a sur la suite du plan d'action dans le champ de la précarité, aussi, je dirais, des visions stigmatisantes qu'on a données à certaines catégories de la population, les jeunes, les âgés, les étrangers sans statut, et que là, il y a un renoncement parce que, je dirais, on ne veut pas non plus s'exposer, je veux dire, on veut garder une dignité et c'est ressenti comme une perte de composante de dignité supplémentaire que de s'exposer à de la stigmatisation. Donc, c'est tout ça qu'on va travailler le 2 décembre, je dirais, avec d'autres, parce que ça va conditionner justement notre stratégie et en particulier la stratégie du réseau territorial du défenseur des droits. Il est extrêmement performant. Je suis heureuse que M. Kiel ait été un des délégués pendant 10 ans. Il est extrêmement performant. La preuve, il résout plus de 80% des dossiers qui lui sont soumis. Mais comment parce que en quelque sorte, avec deux demi-journées de permanence semaine, quand même, les personnes doivent venir au devant en allant à la permanence. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi travailler des stratégies pour aller vers? Et ce aller vers, c'est comment, c'est où, c'est etc., etc. Donc, vous voyez, j'étais un peu longue pour votre réponse parce que je suis persuadé qu'il n'y a pas que la question de l'information. Je voudrais rajouter, je serai très bref, on parle toujours de droit, il faut aussi parler d'obligation, il faut retrouver le goût de la citoyenneté, c'est un problème d'éducation également. Un deuxième point, il y a un problème culturel. Je vais prendre un exemple qui m'est tiré de Marseille. Je fais partie du groupe de l'économie sociale qui s'appelle Ashoka. Donc c'est un groupe qui regroupe de belles initiatives qui sont utiles à la société, qui ont un business model qui ne dépend pas uniquement de l'aide publique et qui n'attend pas tout de l'État. Et j'avais il y a 15 jours un collègue de Marseille qui m'appelle affolé. Son rôle, c'est de prendre les gens de la rue, de leur apprendre un métier de tailleur de pierre avec les compagnons du devoir, et il case 90% des gens à l'issue des 2 ans. Et il me dit, je viens d'avoir le CCAS de Marseille qui me dit, arrêtez tout, on vient de trouver le RSA, cette personne. Non, franchement, il venait décourager vers moi. Donc là, il y a un problème. Je ne veux pas stigmatiser ni d'un côté ni de l'autre, mais c'est absolument décevant et je crois que c'est ce problème. Il y a un problème dans notre pays. Il faut aussi aimer l'économie. Il ne faut pas tout attendre de droit. Il y a aussi des facteurs de partage de culture. Didier Poulazan, je vais essayer d'être rapide, mais c'est un témoignage et en même temps une question, voire une proposition. On parle de RSE, responsabilité sociale de leur entreprise. Je propose le RSC, la responsabilité sociale du citoyen. Je suis directeur de la police municipale à Colombes. Je suis sur un jour de repos, mais je me présente quand même ès-qualité parce que, en l'occurrence, hier et avant-hier, j'ai eu l'occasion d'être le coordinateur d'une réunion
sur les problématiques justement du décrochage citoyen, tout simplement, avec des problèmes de fracture sociale, avec des problèmes de présence de, on va dire un sigle, SDF, mais ce ne sont pas des SDF, les personnes qui nous ont été désignées, 7 d'entre elles sont des gens qui habitent dans le secteur ou qui ont des domiciles, qui s'alcoolisent, pour les 30 d'entre eux, qui posent des vrais problèmes par rapport aux riverains, et qui sont bien évidemment, pour ce qui les concerne, dans un déni ou je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas eux qui vont demander des droits. C'est plutôt les citoyens qui, eux, habitent à côté, qui sont confrontés à ça au quotidien, et qui, eux, sont dans une vraie souffrance. À la limite, chacun aujourd'hui est dans sa bulle par rapport à cette problématique de fracture sociale. Chacun, excusez-moi, je suis un peu ému parce que le citoyen parle au-delà de l'uniforme. Et moi, c'est des choses qui me touchent parce que comment on fait pour trouver des solutions ? Comment on fait à un moment donné pour qu'on fasse de la médiation par rapport à des gens qui n'en veulent même pas, qui picolent au quotidien, qui sont pour certaines personnes, par rapport à eux, des sortes de déchets sociaux. Comment on fait ? Et du coup, par rapport à ce qu'on évoque là, pour ce qui me concerne par rapport à mon rôle, j'ai fait en sorte qu'il y ait autour de cette table, et les gens sont venus parce qu'ils étaient volontaires, des élus, des représentants de l'État, des personnes qui travaillent avec moi, contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est pas un gros mot que d'essayer de prévenir la délinquance, et au sens large, on parle de SDF. Et qu'est-ce qu'on fait à un moment donné par rapport à ces gens-là ? On essaye, du coup, par rapport à des institutions et des gens qui sont payés pour ça, à recréer du lien social en interne, et je pense que c'est là qu'il faut créer de la médiation. Parce qu'on ne peut pas imaginer déjà de pouvoir aider ces gens-là si nous-mêmes on n'est pas capable de baisser le masque institutionnel et de comprendre que derrière, il y a justement un homme qui frémit, quelqu'un qui est scandalisé par des situations que vous décrivez, monsieur, et qui font qu'on est dans une société bloquée. Donc voilà, c'était mon témoignage, c'est ce que je voulais dire. Le défenseur, c'est le défenseur des droits et libertés, mais je pense que toute l'équipe qui est autour du défenseur des droits est aussi très accrochée à cette notion de citoyenneté et d'articuler droits et devoirs. Et je voulais simplement, à titre de témoignage, vous dire comment, personnellement, quand j'étais directrice de la DAS du Bas-Rhin, j'avais accompagné un squat de sans domicile fixe qui était venu s'installer dans une caserne désaffectée. Eh bien, nous avions créé un groupe. Il y avait 3 personnes sans domicile fixe qui étaient dans ce squat de la caserne, et nous étions 3 fonctionnaires de la DAS. Donc pendant les 4 mois où a duré ce squat, nous résolvions les problèmes par une réunion hebdomadaire, et surtout nous avions choisi ensemble un médiateur. C'était le pasteur Jean-Michel Iter, et donc le pasteur Jean-Michel Iter assistait à nos réunions. À des réunions, il faisait silence parce que nous arrivions au compromis, comme vous l'avez dit, pas au consensus. On trouvait les compromis qu'il fallait, etc. Mais voilà, je dirais, moi je pense, des modes de fonctionnement citoyens, parce que chacun était appelé à être debout, responsable de ses actes, et à un certain moment, ça a été une des fonctionnaires qui était le médecin inspecteur qui a été, interpellée sur un mode de fonctionnement qu'elle avait eu. Il y a eu un autre moment quand un des 3, dans la gestion paritaire, un des 3 autres, il s'est servi dans la caisse. On l'a exclu, mais on l'a exclu collectivement. Voilà. Et avec le poids du médiateur. Donc, je pense qu'effectivement, M. Baudis rappelle à chaque fois droit et liberté, mais dans droit, il faut entendre la citoyenneté, par cet équilibre de droits et de devoirs, et la capacité que l'on a ensemble de vouloir nous mouiller dans de la résolution de situations, et avec, je dirais, de toute la palette des possibilités, dont la médiation, quand justement c'est la médiation qui permet, on va dire, cette capacité à ce que chaque homme ou chaque femme ait sa voix. Je suis Patrick Dimier, je suis avocat et parlementaire dans le Parlement de la République et canton de Genève, et j'ai été constituant, c'est-à-dire que chez nous on a tous une constitution. Et j'ai siégé dans les 2 commissions qui s'occupaient des problématiques que vous soulevez. Et on se rend compte d'une chose, c'est que de donner l'accès de donner la garantie n'est pas suffisant. Il faut donner l'accès.
Et je prendrai quelque chose qui nous choque beaucoup, puisque dans le système français, il existe le droit à la santé. Le droit à la santé, pour ceux qui croient, il est en haut, il n'est pas chez nous, alors qu'il faut garantir le droit de l'accès aux soins, ce qui est complètement différent. Sur les rapports financiers, j'étais très interloqué par ce que vous disiez. En Suisse, nous n'avons pas de registre de surendettement, parce qu'en Suisse, on part de l'idée que ça fait partie de la responsabilité de chacun. Ce qui fait que c'est une coalition des prêteurs qui tient le registre et qui pose la limite en dessous, puisque la limite de surendettement chez nous est de l'ordre de 12 000 francs, donc elle est très basse. Mais ça veut dire aussi que les prêteurs, donc les instituts financiers, sont les partenaires de leurs débiteurs. Et ils sont contraints par le système à trouver la solution avec eux. Et vous savez, en Suisse, on a un établissement qui s'appelle l'UBS et qui a eu un très très gros problème il n'y a pas très longtemps. Collectivement, le pays leur a prêté 17 milliards. On a fait un deal avec eux, la Banque nationale leur a prêté sur l'argent public, puisque l'autre solution était de nationaliser, et c'est clairement un gros mot chez nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a permis à ce débiteur, qui était l'UBS, ça doit être la 10e banque au monde, on a permis à ce débiteur de reconstruire sa qualité et ses actifs. L'UBS vient de restituer, de rembourser, et l'État a gagné 5 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est dans des situations, y compris sociaux, il faut toujours et constamment veiller à ce qu'il y ait un dialogue instauré. Et votre manière de faire, ce n'est pas de la médiation dans le sens strict du terme, mais c'est une médiation comme une autre, parce que vous êtes sortis du cadre et vous avez permis, par cette sortie du cadre, de trouver une solution. Ça, c'est magnifique. Et les Suisses ont un rapport très particulier avec la médiation, puisque l'acte de médiation leur a été imposé par un dictateur qui était français, c'était Napoléon. Michel Astruc, médiateur de GDF Suez. Par rapport à ce qu'on disait à l'instant sur l'information, je pense qu'effectivement c'est un point très important. Et bien sûr la question c'est pas simplement l'information, mais c'est la disponibilité et l'utilité de l'information. Et donc ce que nous essayons de développer, c'est la notion de réseau de réseau. Alors vous allez me dire que pour des énergéticiens c'est assez classique, mais on a bien sûr cité le réseau des délégués du Défenseur des droits, et nous travaillons régulièrement avec ces délégués, et ça marche très très bien, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de réseaux, et c'est pour nous un exemple de notre contribution à la RSE. Par exemple, nous avons en interne dans l'entreprise un certain nombre de médiateurs sociaux, qui sont 350, et qui sont en contact avec les différents réseaux, dont le réseau des délégués du Défenseur des droits, dont le réseau des CCAS, dont les points de médiation solidarité, et ce sont ces ensembles de réseaux qui permettent de capter de l'information. Vous voyez, parce que nous, en tant qu'énergéticiens, on est évidemment sensible, bien sûr, sur un secteur sensible comme l'énergie, on est sensible au fait que des personnes en difficulté ne puissent pas avoir accès à l'énergie. Et donc il s'agit de les protéger en relation avec l'action de l'État et justement des acteurs sociaux. Et je pense qu'une des solutions pragmatiques, et vous l'avez largement développé avec l'exemple de Crésus, c'est justement que les réseaux parlent aux réseaux pour trouver des solutions adaptées. C'est ce que nous essayons de faire. Toucher là, le problème énergie est un problème très lourd, où on peut vous reprocher d'agir trop tard lorsque vos publics ont des difficultés, on arrive à la coupure, hein, c'est ce que nous rencontrons régulièrement sur le terrain, et que les plus fragiles ne sont plus aujourd'hui ceux qui sont au bas des pâquerettes, c'est-à-dire au RSA, mais aujourd'hui c'est les classes moyennes qui sont lourdement frappées en France, et il y a un sentiment de déclassement, on n'en parle pas beaucoup, ce sont des personnes et des ménages qui ne vont pas aller au CCAS ou au Resto du Cœur chercher à manger, ce sont des gens qui travaillent, qui ont un salaire, qui sont courageux et qui commencent à se déstructurer parce que l'imposition pèse sur eux en général. Hein, ce sont
Ils sont souvent primo-accédants et là, vous devriez être très attentifs, notamment chez GDF Suez et EDF, à faire des efforts à ce niveau-là parce qu'on voit des risques de coupure qui risquent d'ailleurs de conduire à des situations graves. C'est aujourd'hui 15% du budget d'un ménage. Tout ce qui est énergie, fuel, électricité, gaz qui a augmenté fortement. Voilà. Nous allons maintenant nous tourner vers vous, professeur Étienne Droit. Vous êtes professeur émérite d'anthropologie du droit à la Sorbonne. Et donc, quel est votre regard sur la question que nous venons de traiter ? Nous sommes là, en fin de journée, avec un ensemble de témoignages d'une rare humanité. Et ça, nécessairement, ça bouleverse un peu tous les propos, un tant soit peu universitaires, qu'on pourrait avoir envie de tenir au départ. De quoi voulais-je vous parler ? D'une expérience qui a été menée dans mon laboratoire à l'Université de Paris 1, l'anthropologie juridique. Je ne vais pas essayer de vous la définir, c'est beaucoup trop compliqué. On y sera encore dans 2 heures. Mon voisin Yves Chaput, qui va prendre ma suite tout à l'heure, nous étions de part et d'autre dans le même couloir, dans le centre de recherche où nous travaillons. Je ne crois pas qu'il soit absolument certain d'avoir compris tout ce que nous faisions, et ça faisait 20 ans que nous échangions. Donc, l'anthropologie du droit est un regard un peu insolent parfois, mais lié à une prise de distance par rapport à la manière selon laquelle nous pensons de manière générale les rapports à l'institution, au droit, ce qui fait sens, à ce qui organise les régulations dans notre société. Et nous apercevons pas suffisamment que les choix qui sont les nôtres en ce moment, et dont on a dit plusieurs fois qu'ils sont en crise critique, c'est-à-dire en situation de révélation. Raphaël Leroy, mon homonyme, a dit des choses remarquables, et je la félicite à nouveau pour ce qu'elle a pu dire tout à l'heure. Donc, nous sommes dans des situations de crise extraordinaire profonde, et nous, anthropologues du droit, qui avons un pied dans au moins 2 camps, on n'a que 2 pieds. Alors, pour moi, c'est un pied en Afrique et un pied en Europe. Nous regardons les choses et en fait, nous apercevons que derrière l'apparence, il y a des réalités souvent infiniment plus riches et dynamiques, passionnantes à observer et à comprendre, si on veut bien les comprendre comme ça. Alors, le champ de recherche, c'est la justice des mineurs. La justice des mineurs en France, nous avons commencé à y travailler au milieu des années 80 et rapidement nous nous sommes aperçus, parmi d'autres problèmes, qu'il y en avait un qui était particulièrement interpellant et qui à l'époque interpellait la chancellerie, le ministère de la Justice, c'était le racisme au quotidien dans la justice française et en particulier dans la justice des mineurs. Et donc la chancellerie nous a demandé à la fin des années 80 de réaliser avec des magistrats, des avocats, des éducateurs, enfin, tout un ensemble d'acteurs qui permettaient d'avoir une vue assez large de l'ensemble des enjeux et des logiques en cause. Qu'est-ce qui pouvait se passer dans le fonctionnement de ces cabinets de magistrats ? Il se passe des choses merveilleuse, extraordinaire, d'une richesse et d'une beauté, je n'aurai pas le temps, moi je regarde l'heure qui va tourner, mais il se passe des choses absolument passionnantes en termes de créativité, mais en même temps, il y a un certain nombre de tropismes qui continuent à se reproduire, qui renvoient à des représentations du monde, du vécu en société, ces blacks belges ignobles, qui ont continué à utiliser. Bon, on a beaucoup parlé de la Belgique, et bien voilà, ces petites formes de racisme au quotidien, là, ce racisme larvé qui finalement devient absolument insupportable quand il porte pas simplement sur les Belges, mais sur tous les étrangers, sur les femmes, sur tout, etc. Donc, nous avons fait un travail très, très passionnant. Et une des conclusions, alors grâce à l'amitié de l'ANM, j'ai fait reproduire un texte qui était, voilà. Et je me suis aperçu tout à l'heure que tout
le tas, qui était fort important, mon Dieu, avait disparu. Donc, vous aurez la possibilité de découvrir, au-delà de ce que je vais dire maintenant, un certain nombre d'arguments qui vous permettront d'entrer de manière plus raisonnable ou rationnelle dans ce type de développement. Donc, parmi les conclusions de cette recherche, l'une d'entre elles proposait que soient nommés des sachants dans les juridictions des mineurs pour permettre aux juges des enfants qui le sollicitaient de pouvoir disposer d'une expertise culturelle. Et au départ, nous avions parlé de médiation interculturelle, tout à fait au début des années 90, et très rapidement, je me suis aperçu que nous ne faisions pas de la médiation, nous faisions de l'intermédiation. Et donc, de médiation interculturelle, nous sommes passés à intermédiation culturelle. Le inter a roqué. Il est passé du deuxième au premier mot. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que, malgré les apparences, il se trouvait qu'un certain nombre de magistrats croyaient disposer sur la base d'une soit d'expérience, nous étions encore dans les années 80 avec des magistrats qui avaient parfois servi aux colonies ou qui avaient servi en coopération judiciaire, beaucoup d'entre eux, et donc qui véhiculaient tout un ensemble d'images et de représentations des cultures exotiques en croyant qu'ils avaient compris que dans tel acte, telle relation, telle dénomination, ils allaient trouver un équivalent de ce qu'ils croyaient connaître dans leur propre culture. Que donc, sur cette base, se construisaient des a priori, des approximations qui finalement interdisaient aux magistrats, et à travers les magistrats, à l'ensemble de ceux qui sont associés à l'acte éducatif, puisque c'est la fonction fondamentale de la justice des mineurs, que d'assurer, contribuer à l'éducation des enfants à travers l'ensemble des processus qui vont être mobilisés, donc de permettre que véritablement les assistants sociaux ou assistantes sociales, les éducateurs, l'ensemble de ceux qui sont mobilisés dans ces investissements qui peuvent durer 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il y a des dossiers en assistance éducative qui ne sont pas fermés pendant 5, 7 ans parfois. Donc ce sont des processus extrêmement longs qui, en fait, peuvent permettre à un moment donné cette réussite exceptionnelle d'un enfant qui a 8-10 ans et quasiment condamné aux galères et qui a 17-18 ans va devenir véritablement un apprenti citoyen. Et on a évoqué plusieurs fois ce vocabulaire de la citoyenneté, Didier l'a évoqué tout à l'heure, c'est extraordinairement important, parce que c'est ça, justement, ce qui est en cause dans ce type de démarche, favorisé par une véritable connaissance et compétence, une capacité chez un magistrat à comprendre l'ensemble des tenants et aboutissants qui lui permettent ensuite d'avoir une attitude raisonnée et prendre les dispositions en connaissance de cause, ce qui est quelque chose d'extraordinairement difficile parfois. Nous-mêmes, anthropologues spécialistes, de temps en temps, on est très surpris par le type de réalité que nous découvrons. Des problématiques d'enfants sorciers à Paris, oh non, on en trouve, pas quasiment tous les jours, mais ça fait un peu partie de notre quotidien, si vous voulez. Donc, comment comprendre ces problématiques d'enfants sorciers, au-delà des stéréotypes, si vous voulez, dont un certain nombre de médias pourraient s'emparer très facilement. Donc, c'est la nécessité d'avoir tout un ensemble de démarches. Et dans ces démarches, je vais surtout souligner le rôle des intermédiateurs culturels, qui sont donc des jeunes chercheurs, qui sont formés à cette approche à travers des stages, à travers des formations spécifiques, qui leur permettent donc de se mettre à la disposition du magistrat
Ils sont à la disposition du magistrat. À la différence d'un médiateur, ils n'ont pas une autonomie de fonction. Ils sont à la disposition du magistrat. Ils reçoivent un mandat de la part du magistrat pour rencontrer une famille qui a donné son accord à ce qu'elle puisse venir. Et à ce moment-là, il va se trouver quelque chose d'absolument passionnant. C'est que l'intermédiateur va expliquer aux familles ce que la justice française attend. Il va expliquer ensuite, dans l'autre sens, ce qui peut être entendu, de telle façon qu'il va restaurer chacun dans sa responsabilité. Le juge en tant que juge, les familles avec leur autorité parentale. Il va donc permettre à deux acteurs qui jusque-là ne pouvaient pas se comprendre parce que les divergences étaient nécessairement beaucoup trop importantes, de retrouver les bases d'un véritable dialogue. Plusieurs fois dans la journée, on a parlé de dialogue. Eh bien oui, dialogue. Le dialogue, c'est pas simplement parler, c'est dialoguer, c'est confronter les logiques et pas simplement les discours, et faire se rencontrer ces logiques dans quelque chose qui est le dia, la rencontre des cultures, pour faire en sorte que la culturation A2C, l'acculturation, ne soit pas renoncement à sa culture d'origine, mais bien enrichissement pour permettre la construction d'une société plurielle dans laquelle chacun d'entre nous, Français, va pouvoir se retrouver dans sa diversité, mais aussi dans sa complémentarité. C'est à travers la complémentarité des différences que nous allons réussir à retrouver une nouvelle société française. Il y a tout un ensemble d'autres choses dont je voulais vous parler. Je n'ai même pas regardé mes notes. Je vous ai parlé comme ça. Je vais m'arrêter là parce que... Bon, mais... Voilà, merci.